La situation était catastrophique lorsque la jeune blogueuse aventurière partit à la recherche de canaux cachés dans les Everglades de Floride, mais elle ne revint jamais sur Terre. 12 mois durant, elle chercha en vain. Était comme si le marais l'avait englouti, jusqu'à ce qu'un vieux pêcheur de crabes sorte son casier de l'eau, là où les courants des Everglades rejoignent le large du golfe, et découvre des preuves qui orientèrent les enquêteurs vers une terrible possibilité. Earl Tompkins pêchait dans ces eaux au large de la côte du golfe de Floride depuis 37 ans. Tandis qu'il accrochait la ligne de la bouée, ses mains s'exécutaient avec une aisance procurée par des années de pratique. Le soleil matinal était si brillant qu'il transformait l'eau en une nappe d'or concassée. Le treuil s'activa en grinçant, tirant le casier à crabe bleu d'une douzaine de mètres de profondeur. Son moteur diesel ronflait sans interruption. Il dit à voix basse: « Un gros poisson aujourd'hui », plissant les yeux sous le soleil. Quand le prix du crabe était élevé cette saison-là, chaque kilo comptait. Un bon poids signifiait généralement une bonne prise. Dans un petit jet d'eau, le piège remonta à la surface, et Earl vit les nageurs bleus se précipiter à l'intérieur, les pinces levées en vain. Mais il vit autre chose, un éclair de rose dans les tons bruns et bleus. Lorsqu'il ouvrit la porte et fit pivoter le piège au-dessus de la table de tri, un énorme groupe de crabes en jaillit. Que diable! Earl tendit la main par-dessus les crabes grincheux et en sortit un téléphone mouillé dans un étui rose. Des algues et des balanes vivaient à la surface et un morceau de varech séché était enroulé autour d'un coin. Il s'agissait clairement d'un iPhone, mais l'écran était noir et vide après une immersion interminable. Il le retourna dans sa main rugueuse. On dirait le téléphone d'une jeune femme. Les touristes jetèrent parfois ce genre d'objets depuis les bateaux, et les enfants les perdaient sur la plage. La végétation marine, en revanche, montrait que celui-ci était là depuis un certain temps. Le piège était resté en pleine mer, à 8 milles de la terre, pendant 2 semaines. Earl avait posé le téléphone et fini de ramasser sa prise, mais cette idée lui revenait sans cesse à l'esprit. Il était toujours mal à l'aise lorsqu'il trouvait des objets personnels. L'océan aimait garder des secrets jusqu'à ce qu'il soit prêt à les partager. Au fil des ans, il avait trouvé beaucoup de choses, comme du matériel de pêche, des montres et des lunettes de soleil. Il avait même offert une alliance au garde-côte un jour. Earl avait déjà pris sa décision en arrivant au quai de la marina de Goodland. Il l'apporterait au bureau du shérif. Il devrait décider quoi en faire. 1 heure plus tard, Earl rendit le téléphone couvert de bernacles au comptoir des preuves de Westfall. Il pensait que ce N était qu'un déchet de plus. Il ne pouvait pas se douter que l'appareil mouillé allait bientôt mettre fin à une année de silence. Lorsque le téléphone de Grant Westfall sonna, il était en train d'examiner des plans de construction dans son bureau. Le bureau du shérif du comté de Collier s'est affiché sur l'écran d'affichage, et il a pris le temps de décrocher. Les appels de police inattendus n'apportent jamais de bonnes nouvelles. Je suis l'inspectrice Patricia Chen du bureau du shérif du comté de Collier. Je m'appelle M. Westfall. Êtes-vous le père de Keira Westfall? Les plans sur le bureau de Grant sont devenus flous et sa gorge s'est serrée. Je suis son père. Il se passe quelque chose? Monsieur Westfall, nous avons trouvé des objets qui pourraient appartenir à votre fille. Êtes-vous libre cet après-midi pour venir à notre bureau? Immobilier? De quel type? L'homme nommé Grant était déjà debout, cherchant ses clés. Un pêcheur professionnel a trouvé un téléphone portable. Le numéro de série correspond à celui de l'appareil enregistré par votre fille. Je crois qu'on ne l'a plus vu ni entendu depuis environ 1 an. Grant avait presque perdu ses jambes. Il s'accrochait au bord de son bureau. En fait, elle a été vue pour la dernière fois dans les Everglades. Vous avez trouvé son téléphone? Où? Je préfère parler des détails en personne, monsieur Westfall. Puis-je entrer? Je m'en vais. J'ai eu l'impression que les heures passaient pendant les 20 minutes de route jusqu'au bureau du shérif. L'esprit de Grant était rempli d'options, toutes plus douloureuses les unes que les autres. Le téléphone portable de Keira. Après un an sans piste, sans rapport ni trace numérique, son téléphone réapparaît soudainement. Il avait les mains tremblantes sur le volant.
L'inspecteur Chen l'emmena dans une petite salle de réunion du bureau du shérif. Un sac contenant des preuves, ainsi qu'une coque de téléphone rose recouverte de moisissures marines, était posé sur la table. Grant a tout de suite compris ce que C était. Il avait offert cette trousse à Kara pour Noël, il y a 2 ans. Le motif rose pailleté la faisait rire, mais elle l'utilisait quand même, car C était son père qui l'avait choisi. « Votre enfant utilise-t-il ce téléphone ?» demanda doucement l'inspecteur Chen. Grant ne put qu'acquiescer sans rien dire. « Monsieur Westphal, le téléphone a été retrouvé dans un casier à Crabbe, à environ 13 km au large, par une profondeur d'environ 12 mètres. Même si les données ont été endommagées par l'eau, notre équipe technique a pu en extraire une partie. Il y a des vidéos du jour de la disparition de votre fille ici. Un ordinateur portable à la main, elle lui faisait face. Voici les derniers morceaux. Je dois vous prévenir qu'il risque d'être difficile à regarder. Grant a vu le visage de sa fille à l'écran. Il était vivant et plein de couleurs. Pendant qu'elle parlait pour sa vidéo, elle était dans son kayak, le soleil de fin d'après-midi éclairant ses cheveux blonds. Sa voix était enthousiaste et claire. « Hé, amateur de sensations fortes, je suis là dans ce magnifique chenal isolé dont les gens du magasin d'appât m'ont parlé. Ils m'ont dit que c'est là que se cachent les gros tarpons, loin des touristes. Vous plaisantez ? À 16h47, l'horodatage indiquait qu'il lui restait moins d'1 heure avant de retrouver Jenna à la rampe de mise à l'eau. Grant regardait sa fille pagayer sur la rivière, bordée de mangroves, tout en photographiant la nature sauvage immaculée avec son appareil photo. Comme Jenna l'avait dit aux policiers, elle était seule. Alors que sa meilleure amie partait tôt pour un dîner de famille, Kira est allée chercher d'autres vidéos pour sa chaîne YouTube. L'inspecteur Chen a pointé une carte et a dit « C'est là que les données GPS indiquent que c'est. » La carte montrait un endroit isolé au cœur des 10 000 îles. Le dernier endroit enregistré par le téléphone était avant la tombée de la nuit. Nos patrouilleurs maritimes affirment qu'avec le temps, les courants de cette zone pourraient déplacer les déchets vers le large. Grant a examiné les chiffres sur la carte et a essayé de s'en souvenir. Après 1 an de recherche, de détective privé et de nuit blanche, il a enfin trouvé l'endroit exact où sa fille a été vue pour la dernière fois. Grant demanda d'une voix rauque « Et maintenant ?» Le garde-marine et moi allons collaborer pour fouiller à nouveau la zone, mais cette fois, après si longtemps, Chen se tut. Nous demanderons également aux personnes présentes sur les quais et les rampes de mise à l'eau ce dont elles se souviennent de cette journée. À ce moment-là, un policier en uniforme a frappé et est entré. Grant a constaté qu'il portait un écusson de la Marine Patrol sur sa tenue. L'agent Troy Hutchins a dit « Inspecteur, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Je patrouille souvent dans ces eaux. Je serais ravi de vous aider si vous souhaitez parler aux gens sur les quais. La plupart des responsables de la charte et des habitants de la région sont des gens que je connais. » L'inspecteur Chen hocha la tête avec reconnaissance. « Officier Hutchins, ce serait utile. Monsieur Westphal, aimeriez-vous participer à la collecte? Être entouré d'un membre de la famille peut aider à se souvenir de certaines choses. » Grant s'est immédiatement levé. « Oui, sans aucun doute. Quand commençons-nous » L'agent Hutchins regarda sa montre. « Si vous le souhaitez, je peux maintenant emmener M. Westphal à la marina de Chokolosky. C'est le point de départ le plus proche de l'endroit où sa fille tournait des vidéos. C'est là que la plupart des bateaux se rendant dans cette région reculée commençaient leur périple. » Grant, suivant l'agent Hutchins hors du bâtiment, tenait un papier avec les numéros GPS. Sa fille était allée dans ce chenal lointain, enthousiasmée par un coin de pêche secret que des voisins lui avaient révélé. Après ça, plus rien. À 8000 de la terre, son téléphone a fini par se retrouver à 12 mètres de profondeur dans l'océan. Ça n'avait aucun sens, mais il avait une piste pour la première fois depuis 1 an. Un endroit à revoir. Il n'allait pas le gâcher. L'agent Hutchins conduisit Grant dans sa voiture de patrouille des Marines, tandis qu'il prenait la route 29 vers le sud, en direction de Chokolosky. Il y avait une petite route à côté des mangroves, et le soleil brûlant de l'après-midi faisait briller l'asphalte. Il revoyait sans cesse la dernière vidéo de Kira.
Son sourire à la caméra témoignait de son enthousiasme pour ce lieu de pêche secret. Grant rompit le silence en disant « Merci d'avoir pris le temps de faire ça ». Hutchins le regarda avec ce qui semblait être une véritable pitié. « Ne t'inquiète pas, mon enfant a à peu près le même âge que le tien. Je n'ai aucune idée de ce que vous avez vécu l'année dernière. » À leur arrivée à la marina de Chocolos Cay, de vieux bateaux de pêche et des bateaux de plaisance modernes tanguaient. L'air était empli d'une odeur d'essence et d'eau salée. Alors qu'il descendait le quai, Grant vit plusieurs capitaines de bateaux hocher poliment la tête vers l'agent Hutchins. Ce dernier sortit son téléphone et dit « Laissez-moi vous montrer quelque chose ». On lui montra une carte de la zone. « C'est ici que le téléphone de votre fille a indiqué où elle se trouvait pour la dernière fois. On peut facilement se perdre, car il y a beaucoup de stations qui se ressemblent. Les gens du quartier appellent ça le labyrinthe. » Grant regarda l'écran et le compara à la copie papier qu'il avait faite. Le policier dit quelque chose à propos du téléphone emporté vers la mer par les courants. Hutchins répondit que était possible, mais son ton laissait entendre qu'il n'en était pas sûr. Mais il est à 13 kilomètres. Il est plus probable que quelque chose d'autre ait déplacé le téléphone. Il aurait pu être pris dans le sillage d'un bateau ou dans un engin de pêche. Ces hommes d'affaires utilisent des filets et des lignes pour se déplacer dans l'eau. Ils ont interrogé quelques capitaines de bateaux sur leur travail, mais la plupart ont répondu qu'ils n'étaient pas allés dans la région l'année précédente. L'un d'eux a affirmé que les voies navigables de l'arrière-pays étaient principalement utilisées par les habitants et les connaisseurs du milieu, et non par les bateaux commerciaux. À chaque impasse, Grant ressentait une colère croissante. Hutchins s'arrêta brusquement et se couvrit les yeux pour se protéger du soleil. « Je serai damné. Wade. Wade Corbin. » Un homme d'une 50aine d'années leva les yeux après avoir travaillé sur le moteur d'un bateau. Il était maigre et bronzé, et des tatouages délavés couvraient ses poignets. En s'approchant, il s'essuya les mains avec un chiffon. Grant vit que le nom du bateau était peint à l'arrière. Corbin sourit et dit « Deuxième chance. Troy. Des Marines un dimanche? Je ne pensais pas que ça arriverait. » Hutchins désigna Grant du doigt et dit « Je suis ici pour une autre raison. Salut Wade, je m'appelle Grant Westphal. Il y a environ 1 an, sa fille a disparu dans les bois. Wade, ici présent, Grant, est l'un des capitaines les plus expérimentés de la région. Il pêche dans les 10 000 îles depuis une 20aine d'années. 23 ans. Corbin a raison. Il tendit la main vers Grant, taché de graisse. « Je suis désolé pour votre fille, monsieur. La mer est parfois agitée. » Hutchins sortit à nouveau son téléphone. « Wade, regarde ces chiffres. Ça te dit quelque chose ?» Corbin regarda l'écran en haussant un sourcil. « C'est tout au fond du tunnel. Mal placé. Si vous le trouvez, la pêche est bonne, mais la plupart des gens ne vont pas aussi loin. » Il semblait sincèrement intéressé par Grant en le regardant. Votre fille était pêcheuse. Grant appelait ça un blog. Elle avait une page YouTube sur les activités de plein air en Floride. Une personne dans un magasin d'appât lui a parlé d'un endroit où se cachent de gros tarpons. « Ah !» a dit Corbin avec un hochement de tête entendu. « Oui, ces vieux briscards laissent parfois entrer de jolies filles dans ces coins secrets. Alors, ils savent que j'essaie de les impressionner. » Il semblait réfléchir à quelque chose pendant sa pause. « Tu as dit que son téléphone venait de sonner ?» Grant a parlé de ce que le chasseur de crabes avait trouvé. Tandis qu'il parlait, il vit Corbin et Hutchins échanger un regard rapide, mais il ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Corbin répéta lentement. « À 8 milles au large, dans un casier à crabes. C'est intéressant. C'est drôle de voir comment les courants reviennent dans ces sentiers, surtout au printemps. Des choses ont été aspirées hors des bois et dans le golfe. Un jour, j'ai trouvé une pagaie de bateau à 25 kilomètres de l'endroit où son propriétaire l'avait perdu. Croyez-vous que c'est ce qui s'est passé ?» Grant s'empressa de demander. Des jets d'eau arrachèrent le téléphone. Corbin haussa simplement les épaules. « C'est la seule chose qui ait du sens, à moins d'enlever le point. » Il s'arrêta et secoua la tête. « À moins que quoi? Rien. Je dis juste ce que je pense. » Corbin semblait avoir pris sa décision. « Écoutez, monsieur Westphal, je suis désolé pour toi. Vraiment. Qu'en penses-tu? Je n'ai rien de prévu pour demain matin.
Puis-je t'emmener dehors? On pourrait retourner dans ces eaux. Tu pourrais chercher des endroits que les équipes officielles auraient pu manquer. Le cœur de Grant fit un bond. Feriez-vous ça? Oui, ces chaînes sont comme une seconde peau pour moi. On pourrait voir quelque chose que personne d'autre n'a vu. Corbin jeta un coup d'œil rapide à Hutchins. Autrement dit, si la patrouille maritime n'y voit pas d'inconvénient. D'ailleurs, sourit Hutchins, c'est une excellente idée. Wade connaît cette zone maritime mieux que nos bateaux de police. Il est le seul à pouvoir t'aider à comprendre ce qui a pu se passer. Ils ont convenu de se retrouver le lendemain matin à 7 heures. Corbin n'a pas voulu d'argent, pensant que c'est était le moins qu'il puisse faire pour un autre père. Alors que Grant retournait à la voiture de Hutchins, il éprouvait un mélange d'espoir et de peur. Enfin, quelqu'un connaissait l'endroit exact où Kira avait disparu. Hutchins dit à Wade, « C'est un brave homme », tandis qu'il démarrait. À plusieurs reprises au fil des ans, il nous a été d'une grande aide. Il connaît des choses sur ces eaux qui ne figurent sur aucune carte. Grant acquiesça en regardant dans le rétroviseur et constata que cet homme semblait en savoir beaucoup. Oui, c'est vrai. Si votre fille avait des ennuis là-bas, Wade saurait quoi faire. La météo, la direction des courants et les endroits où quelqu'un pourrait avoir des ennuis. Hutchins s'arrêta à la vue d'un panneau stop. Mais attention, il pourrait trouver des choses que vous ne voulez pas voir après un an. Grant avait la mâchoire serrée. Peu importe ce qui s'est passé, j'ai besoin de savoir. Hutchins hocha lentement la tête. J'ai compris. Prépare-toi. La plupart du temps, le gouffre prend et ne rend rien. C'est étrange que le téléphone ait été découvert. Ils n'ont pas dit un mot du reste du chemin. Grant contempla la vaste prairie de graminées et pensa aux recherches qu'il entreprendrait le lendemain avec le capitaine Corbin. L'homme semblait sincèrement préoccupé, et il était évident qu'il connaissait bien l'eau. Grant avait l'impression de faire de réels progrès pour la première fois depuis des mois. Il allait appeler son ex-femme dans le Colorado, mais il a changé d'avis. Elle s'est remariée et a essayé de l'oublier. Elle a dit que suivre une thérapie une fois par semaine l'avait aidé à trouver la paix. Mais Grant ne pouvait pas lâcher prise, avant de savoir ce qui se passait. L'agent a donné à Hutchins une carte de visite en le déposant à sa voiture, au bureau du shérif. Mon numéro de portable y était inscrit. Appelle-moi tout de suite si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si Wade trouve quelque chose demain. J'en parlerai aux bonnes personnes. Grant le remercia et rentra chez lui se préparer pour les recherches du lendemain. Il aurait besoin d'eau, de crème solaire et peut-être même de sandwich. En préparant ses bagages, ses mains tremblaient un peu, car il se souvenait que Kira se moquait de lui parce qu'il était trop pressé pour leur partie de pêche. Elle riait en le regardant remplir les glacières de nourriture et de boissons comme s'il ne s'absentait que 3 heures et non 3 jours. Il serait sur les mêmes eaux demain, avec un capitaine qui connaissait chaque itinéraire et chaque courant là où elle avait disparu. Dans ce labyrinthe lointain de mangroves et d'eau sombre, il trouverait peut-être enfin des indices sur ce qui était arrivé à sa fille. Lorsque Grant arriva à la marina de Chokoloskee à 6h45, l'air était chaud et humide. Wade Corbin était déjà sur son bateau, vérifiant que tout était en ordre. La seconde chance était un bateau à console centrale de 8,5 mètres avec 2 moteurs hors bord et un toit en teck robuste. Il était conçu pour un travail intensif en mer. J'ai dit « Bonjour, M. Westfall », a dit Corbin. « C'est une belle journée pour faire des recherches. La mer est calme et la vue est belle. » Grant monta à bord et remarqua l'équipement professionnel, qui comprenait de nombreux porte-cannes, de grandes boîtes à poissons et une large gamme d'appareils électroniques. Il rangeait son sac à dos lorsque son pied s'est accroché à une plaque de pont mal fixée. En baissant les yeux, il aperçut ce qui ressemblait à plusieurs plaques qui servaient d'écoutilles. Corbin lui dit aussitôt « Attention où tu mets les pieds ». Tout sur le pont est un espace de rangement. Cela permet de répartir le poids lorsqu'on a beaucoup de poissons à bord. Grant était d'accord, mais les compartiments avaient quelque chose d'étrange. Ils étaient plus grands que la plupart des entrepôts de poissons, et il vit au moins 6 trappes différentes. Le bateau pouvait contenir une quantité de carburant inhabituellement importante. Sur le tableau de bord, il voyait plusieurs jauges. Grant s'exclama « Waouh !»
Ça fait beaucoup de réservoirs. Quand Corbin a allumé les moteurs, il a clairement fait comprendre qu'ils en avaient besoin pour les longs trajets. Je suis absent 12 à 14 heures d'affilée. Je ne veux pas manquer d'eau à 32 kilomètres du rivage. Il avait une glacière à la main. Apportez-nous des bouteilles d'eau. Il allait faire chaud dehors. En quittant la marina, ils aperçurent des pêcheurs se préparer pour la journée. Après être sortis de la zone sans sillage, Corbin poussa les gaz, ce qui fit remonter le bateau à la verticale. Le traceur de cartes de Corbin affichait leur progression tandis que Grant tenait l'imprimé contenant les données GPS. Corbin demanda par-dessus le bruit du moteur « Parlez-moi de votre fille. Quel genre de film réalisait-elle » Grant se sentit un peu mieux en parlant de la chaîne de Kira et de son amour pour les coins secrets de Floride. Ses abonnés augmentent, et elle veut en faire son travail à temps plein. Corbin semblait vraiment intéressé lorsqu'il l'interrogea sur son matériel et ses méthodes de tournage. Pendant les 30 minutes qu'ils passèrent vers le sud, les îles de mangrove devinrent de plus en plus peuplées. Grant garda un œil sur le GPS et vit qu'ils se rapprochèrent de la position du téléphone de Kira. Alors que Corbin ralentissait le bateau, son cœur battait plus vite. « Ok », dit Corbin en regardant ses instruments. « On approche de cette zone. Monsieur Westphal, j'ai quelque chose à vous dire. Cette partie du chemin n'est pas un endroit où aller. J'avais mal au ventre. Grant, que veux-tu dire? Tu vois ces marques ?» Corbin désigna des poteaux au loin. « Il est interdit d'aller dans toute cette zone. Il y a quelques mois, la patrouille maritime en a fait une zone de sécurité pour les Lamentins. Les bateaux y sont interdits. Si on vous attrape là-dedans, on vous donnera une grosse amende. Pourtant, ma fille était là. C était visible sur son GPS. Je comprends. » Corbin semblait comprendre. Mais C était il y a 1 an. Les règles changent. Je peux nous rapprocher. Alors, explorons les bords. Tout ce qui se trouvait dans cette zone aurait de toute façon été emporté par les courants. Grant allait protester, mais Corbin fit demi-tour. Ils inspectèrent l'extérieur de ce que Corbin qualifiait de zone interdite pendant les 2 heures suivantes. Grant observa les lisières des mangroves avec des jumelles, et Corbin lui indiqua les courants et le flux des marées. « Voyez-vous comment l'eau bouge ?» Corbin a souligné les courants tourbillonnants. C'est ainsi que les objets qui pénètrent dans l'eau par ces voies en ressortent. C'est probablement comme ça que le téléphone de votre fille s'est retrouvé dans le golfe. À midi, Corbin leur a dit qu'ils avaient besoin de carburant. Un quai se trouve à environ 15 minutes. Vous pouvez déjeuner avec nous, si vous le souhaitez. Il y avait un petit port près du quai de ravitaillement que Grant n'avait jamais vu auparavant. Pendant que Corbin remplissait ses réservoirs, Grant constata que, malgré des heures de route, il n'avait utilisé qu'un quart de son carburant. Grant entra dans la petite boutique pour acheter quelque chose de frais. Lorsqu'il ressortit, Corbin était à son camion, en train de charger des marchandises sur le bateau. Grant vit clairement, parmi les cartons de bouteilles d'eau et de glace, plusieurs boîtes de tampons et de serviettes hygiéniques, ainsi que des paquets de produits d'hygiène féminine. « Il est temps de faire des provisions », dit Corbin, remarquant l'attention de Grant. « J'ai toujours une trousse de premiers secours complète avec moi. On pourrait penser que personne n'en a besoin en charter. » Avoir ce genre de choses à portée de main est particulièrement utile pour les femmes. Une femme que j'ai connue le mois dernier s'est gravement coupé la jambe avec un crochet. Ces compresses sont très efficaces comme pansement en cas de besoin. La réponse était logique, mais elle semblait déjà avoir été donnée. En aidant à charger les courses, Grant se sentit de plus en plus mal à l'aise. Quelqu'un acheta de nombreux articles féminins pour un bateau de pêche. Grant parla à un docker qui nettoyait la jetée pendant que Corbin rentrait payer l'essence. N'osant pas demander « Connaissez-vous bien le capitaine Corbin ?» Le jeune homme regarda rapidement autour de lui. « Wade, il vient ici assez souvent. Oui, je pourrais réserver une croisière avec lui, car il a l'air d'être un bon guide. » Le visage de l'ouvrier changea légèrement. « Oui, il connaît vraiment bien l'eau. » Sa voix baissa. « Il a des amis. Pour info, les Marines veillent. Si vous voyez ce que je veux dire, ils veillent sur lui. Ceux qui surveillent Anteared dans son bateau ne le font jamais. » Corbin sortit du magasin avant que Grant puisse poser la moindre question. Le docker rangea rapidement son tuyau et évita tout contact visuel. Les pensées de Grant étaient confuses sur le chemin du retour vers Chokoloské.
Certains endroits étaient cachés et semblaient trop grands pour les poissons. Il y avait de l'espace supplémentaire pour le carburant. Beaucoup d'articles d'hygiène féminine. Des amis gardes-marines qui veillaient à ce que personne ne regarde son bateau. Chaque détail pouvait s'expliquer individuellement. Mais mis bout à bout, ils formaient un tableau effrayant. Alors qu'ils entraient dans le box des accusés, Corbin dit « Vous êtes silencieux ». Grant répondit « Je pense juste à ma fille », ce qui était en partie vrai. Je comprends. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse pénétrer dans cette zone restreinte. Mais je ne peux pas risquer ma licence de capitaine. Tu comprends, non? Grant a menti, bien sûr. Arrivé au quai, Corbin a aidé Grant à rassembler ses affaires. J'espère que ça vous a au moins permis de vous détendre. Comprendre le fonctionnement des courants? Où a bien pu passer son téléphone? Ne pas savoir, c'est parfois le pire. L'esprit déjà occupé, Grant le remercia pour le voyage. Cette histoire de zone fermée n'avait aucun sens. Il n'avait vu aucune marque, ni aucun signe indiquant une zone de lamentin. Et la réticence de Corbin à donner les coordonnées exactes de l'endroit où Kira avait tiré semblait trop facile. Grant fit un choix en se dirigeant vers sa voiture. Demain, il louerait un petit bateau, peut-être sur une autre embarcation. Il leur dirait qu'il était un touriste qui voulait découvrir la région. Il devait voir ce point GPS par lui-même, même s'il était interdit. Un SMS de l'agent Hutchins sonna sur son téléphone. « Comment s'est passée la recherche? Avez-vous eu de la chance ?» Grant réfléchit un instant avant de répondre. « Ça ne marche pas? Le capitaine Corbin a quand même été très utile. Merci pour la suggestion. » Il n'a pas dit ce qu'il pensait. Pas encore. Mais en rentrant chez lui, Grant ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment que la gentillesse de Corbin cachait en réalité autre chose. L'homme connaissait très bien ses mères, et il connaissait peut-être même les meilleurs endroits pour cacher quelqu'un. Grant n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, car il n'arrêtait pas de penser à la sortie en bateau. Il savait ce qu'il voulait faire à 5 heures du matin. Il a pris la route jusqu'à la marina de Goodland, suffisamment loin de Chokoloskee pour ne pas y croiser Corbin ou ses amis. « Bonjour », dit-il à l'employé du bureau de location d'un ton forcé et décontracté. « Je viens de l'Ohio et je veux voir des paysages en forêt. Il y aura peut-être de la baignade. » Karl, le commis, lève les yeux de son journal de temps en temps. « Savez-vous diriger un bateau ?»« Oui, monsieur. Il a déjà eu un bateau-base. » 20 minutes plus tard, Grant pilotait un bateau de 5,2 mètres dans les eaux calmes du matin. Il saisit les données GPS de son téléphone et s'en servit pour s'enfoncer plus profondément dans le dédale des chenaux de mangrove. Dans le calme précédant l'aube, le petit moteur du bateau de location semblait bruyant. Grant comprit pourquoi on l'appelait le labyrinthe à mesure qu'il avançait à travers des sentiers de plus en plus étroits. Des murs de racines de palétuviers enchevêtrés émergeant de l'eau sombre donnaient à chaque virage un aspect identique. Sans GPS, il serait complètement perdu en quelques minutes. Les indications le conduisirent vers un chenal très isolé, juste assez large pour que 2 bateaux puissent s'y croiser. Grant coupa le moteur et laissa sa vitesse le porter. Il entendit alors le grondement sourd des moteurs diesel au loin. Il cessa de dériver en s'agrippant à une racine de palétuvier et en tendant l'oreille. Des bateaux, plus d'un, avec leurs moteurs tournant en arrière-plan. Grant grimpa prudemment sur les racines de palétuvier attachées à un arbre. Ses chaussures de bateau glissèrent sur l'écorce humide. Suivant le bruit, il se fraya un chemin à travers le désordre. Il les aperçut à travers une trouée dans les arbres. 3 bateaux étaient amarrés dans une petite baie. Le premier bateau était le 2e coup de feu de Corbin. Le deuxième était un mako de 7,6 mètres à la coque bleue que Grant n'avait jamais vu auparavant. Grant resta bouche bée en voyant le 3e bateau, un patrouilleur des Marines portant les marquages officiels. Wade Corbin se tenait sur le pont du patrouilleur et discutait avec les officiers Hutchins et Navarro. Grant connaissait Navarro du poste de garde des Marines. C était un homme imposant et moustachu. On transportait des objets du mako au bateau de Corbin. 2 hommes devaient soulever de lourdes caisses. Grant sortit son téléphone et le mit en mode silencieux avant d'allumer l'appareil photo. Il essaya de se rapprocher au maximum des personnes et des numéros de permis de bateau en zoomant. Les hommes semblaient calmes, comme s'ils étaient habitués à ce schéma.
Hutchins parlait, et sa voix s'entendait de l'autre côté de l'eau. Il annonça que le prochain chargement en provenance de Cuba serait effectué jeudi soir. Même endroit pour le ramassage. Corbin dit « Le temps s'annonce beau. Cette fois, combien? 12, peut-être 15. Beaucoup de familles. Même les enfants. Les mains de Grant tremblaient pendant qu'il filmait. Trafic de êtres humains. Il parlait de faire entrer des gens en douce. Navarro a mis la langue dans le sac. Maintenant que le gouvernement est sous forte pression, la sécurité intérieure a inspecté les quais. C'est pour ça qu'on vous donne 30%, a déclaré Corbin avec un sourire glacial. Pour les empêcher de sentir autre chose, Navarro regarda Hutchins et dit « On parle de chaleur. Et cette autre affaire, de l'année dernière, il est peut-être temps de faire le ménage. Non, la voix de Corbin était devenue rauque. C'est mon choix, pas le tien. » Grant a continué à enregistrer même si ses mains tremblaient. Que s'est-il passé l'année dernière? Au moment de la disparition de Kira, Hutchins a dit « Ton pénis va tous nous faire enfermer. » Il aurait dû faire ce qu'il fallait dès le début. On ne peut rien demander au golf. Corbin a dit « On a déjà vécu ça. » Tous les organismes gouvernementaux auraient été renversés par une mauvaise décision. Les choses fonctionnent comme ça. Vraiment? Son père sent-il quelque chose? Son téléphone sonne-t-il? Navarro plongea sa langue dans l'eau. Il ne trouvera rien. Je lui ai tout montré, sauf l'essentiel. Il a gobé l'histoire de la zone restreinte. La voix de Corbin exprimait une satisfaction sombre. Certaines choses valent la peine d'être tentées. Le bâtiment est suffisamment sûr. Grant a dû se forcer à continuer d'enregistrer, même s'il était de plus en colère. Ils avaient Kira. Ils l'avaient depuis 1 an. Le téléphone dans le casier à crabe? Était-ce une erreur ou avait-elle trouvé un moyen de le mettre à l'eau? Après la récupération jeudi soir, a dit Hutchins, nous devrions faire passer le groupe suivant dans le bâtiment. D'ici minuit, la route 41 devrait être dégagée. Je suis d'accord. La zone de stockage sera bientôt prête. Corbin commença à retirer les attaches des bateaux. Les mêmes règles s'appliquent. Depuis la route, on ne voit aucune lumière. Je m'occuperai aussi de l'autre problème. Grant en avait assez entendu. Il éloigna lentement, mais son pied glissa sur la mousse humide. Un craquement sourd résonna sous son poids sur une branche. Qu'est-ce que cela signifiait? Il porta la main à son arme de poing. Corbin dit que était probablement un écureuil. Mais il regardait toujours les mangroves. Il y avait beaucoup d'animaux ici. Grant s'arrêta et s'appuya contre un tronc d'arbre épais. Il était sûr qu'ils entendaient son cœur battre si fort. Au bout d'un long moment, il entendit les moteurs démarrer. Hutchins dit « Je vais voir vous deux, partez, nous ne voulons pas rester ici trop longtemps. » Grant regagna lentement son bateau après que le bruit des moteurs se fut estompé. En détachant la ligne, ses mains tremblaient. La machine de traitement a été arrêtée près de la route 41, jeudi soir. Sa fille était présente tout le temps. Il démarra le moteur et retourna vers Goodland, s'efforçant de maintenir une vitesse normale. Tout se déroulait dans sa tête comme une course. Cet autre événement de l'année dernière, il te cachait quelque chose en rapport avec la disparition de Kira. Le bâtiment sur la route 41, jeudi soir. Quel que soit leur objectif de sécurité, Corbin semblait s'en soucier. Grant avait la nausée lorsqu'il a dit « Certaines choses valent la peine d'être risquées ». Tout était clair grâce à l'opération antidrogue. Il y a des compartiments secrets. L'essence supplémentaire est nécessaire pour les longs voyages vers Cuba. La sécurité de la patrouille maritime. Mais il y avait autre chose. Un truc de l'année dernière que Corbin n'avait pas voulu nettoyer, même si son associé le lui avait demandé. Quelque chose dans ce bâtiment était si important qu'ils étaient prêts à risquer toute leur entreprise pour ça. Grant regarda son téléphone. Le film était là. Il tremblait, mais restait facile à voir. Des voix, des visages et des numéros de bateaux. Preuve d'un commerce de personnes. Mais il y a aussi des indices d'autre chose. Quelque chose en rapport avec la disparition de Kira. Grant prit sa décision en entrant dans la marina de Goodland. À Miami, il avait de la famille. Blake, son beau-frère, travaillait pour la DEA, gouvernement fédéral, pas sur le même réseau que toi. Obtenir l'aide du gouvernement fédéral prendrait du temps, mais au moins
on pouvait faire confiance à Blake. Mais jeudi N était que dans 3 jours. Il risquait de rater l'occasion de découvrir ce qui était réellement arrivé à Kira s'il voulait régler l'autre problème et régler les derniers détails de l'année dernière. Grant amarra le bateau de location. Il faisait déjà des plans. Le long de la route 41, il savait où se trouvaient les anciennes usines de transformation du poisson, des complexes abandonnés depuis que la pêche professionnelle a pris de l'ampleur. Il les inspecterait attentivement. Découvrez lequel ils portaient. Découvrez tout ce qu'ils ont caché l'année dernière. C était intelligent d'attendre l'aide de Blake et du gouvernement. Mais être intelligent ne suffisait pas. C'est ce qui l'avait empêché d'obtenir des réponses pendant 1 an, même s'il avait fait confiance aux autorités et avait tout fait correctement. Grant ne recommencerait plus jamais. Grant a utilisé d'anciens annuaires d'entreprise et des images satellites pour observer la route 41 tout l'après-midi. Dans les années 1970 et 1980, lorsque la pêche commerciale était très populaire, de nombreuses usines de transformation du poisson sur la Tamiami Trail étaient désormais vides. La plupart d'entre elles ont été démolies, mais 3 bâtiments étaient encore debout, à l'est du parc des États Collier-Seminole. À l'approche du soir, il sortit en voiture et prit des notes à chaque endroit. De la route, on pouvait voir les 2 premiers. Les murs et les toits en ruine donnaient l'impression que ce N n'était pas des cachettes idéales. Mais le 3e se trouvait à 400 mètres de l'autoroute et N était accessible que par une route de service boisée. La porte était bloquée par une chaîne rouillée sur laquelle était accroché un panneau délavé. Défense d'entrée. Grant se gara sur une aire de pique-nique au bord de la route et traversa les hautes herbes pour rejoindre le bâtiment par l'arrière. Le bâtiment était plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il comprenait un rez-de-chaussée pour le traitement, un entrepôt et quelques bâtiments plus petits à l'extérieur. Contrairement aux autres, celui-ci semblait avoir été rénové. Le toit était toujours là, et il remarqua que les serrures étaient plus récentes. Grant resta dans les arbres tandis qu'il faisait le tour de la maison. Il pouvait voir de la lumière à travers une fente des fenêtres barricadées. Ce N était qu'une faible lueur, mais il savait qu'elle était factice. Son cœur battait plus vite. Il fallait bien que ce soit ça. Il s'assit derrière un bosquet de palmiers pour avoir une bonne vue et commença à observer. Le bâtiment resta silencieux à la tombée de la nuit. Il n'y avait ni voiture, ni personne en mouvement, mais la lumière à l'intérieur ne s'éteignait jamais. Quelqu'un s'occupait de cet endroit. Quand le téléphone de Grant sonna, il prenait des photos du bâtiment. Numéro inconnu. Il répondit, même s'il savait que ce N était pas très malin. « Comment vas-tu » Il y eut un moment de silence. Puis une respiration haletante se fit entendre. Une voix murmurée, rauque et désespérée. « Papa ?» Son cœur s'arrêta de battre. « Kira, Kira, c'est toi ?» On disait que tu regardais. Elle a perdu la voix et s'est mise à pleurer. « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai essayé d'appeler, mais la ligne était coupée. Quand Grant a essayé de rappeler, ses mains tremblaient. L'appel avait déjà été coupé. Il regarda la machine de traitement avec un besoin nouveau. Elle était à l'intérieur. Sa fille était là. Elle était assez proche pour pouvoir atteindre un téléphone. Il commença à marcher vers le bâtiment, mais s'arrêta. Ce serait suicidaire de foncer seul. Il n'avait aucune idée du nombre de personnes à l'intérieur. Il ne savait pas comment C était organisé. Et cet appel? Elle a volé un téléphone, c'est ça? Où l'ont-ils laissé appeler? Était-ce un piège? Grant retourna à sa voiture et appela immédiatement Blake à Miami. Grant? Il est presque minuit. Qu'est-ce qui ne va pas? Blake, je l'ai trouvé. Kira va bien. Ils l'ont eu tout le temps. Les mots sont sortis d'un coup tandis que Grant parlait de tout, ce que le bateau avait trouvé. L'effort de trafic des êtres humains. L'appel. Blake prit une grande inspiration. Grant, fais attention. N'entre pas seul. Une équipe d'intervention pourrait être là demain matin. Il la déménage jeudi soir. C'est demain. Je comprendrai s'il la déménage. Tu ne peux pas l'aider si tu y vas et que tu te suicides. Envoie-moi tout ce que tu as. Le film. Comment les trouver? Tout. Je demanderai toutes les faveurs possibles. Nous allons constituer une équipe. Grant accepta à contre-cœur.
puis passa 1 heure à envoyer des preuves à Blake par courriel. En rentrant chez lui, il regardait sans cesse dans ses rétroviseurs pour voir si quelqu'un le surveillait. Le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, était un numéro qu'il connaissait. Agent Hutchins. « Bonjour, Monsieur Westphal. Désolé d'avoir appelé si tard. Je voulais savoir comment tu vas maintenant que les recherches avec le capitaine Corbin sont terminées. Grant a mieux tenu le volant. Je vais bien. Je mets tout ça ensemble. C'est super. Soyez attentifs. Quelqu'un a dit t'avoir vu ce soir, près de la vieille autoroute. Tu as dit que tu photographiais des bâtiments vides. C'est vrai ? Grant était de marbre. Il le savait. Je n'arrivais pas à dormir. J'ai pensé qu'une petite promenade en voiture pourrait m'aider. Ce groupe de vieilles maisons est intéressant. Je suis urbaniste. Ça me paraît logique maintenant. La voix de Hutchins semblait amicale, mais Grant sentait qu'elle avait un côté mordant. Soyez prudents. Il y a beaucoup d'endroits dangereux en dehors de la route principale. Camps pour sans-abri. Comment fonctionnent les drogues? Si vous fouillez là où vous ne devriez pas, vous pourriez vous blesser. Merci pour votre attention. Et aussi, à propos de cette zone restreinte dont parlait le capitaine Corbin, celle près de l'endroit où votre fille a disparu, il s'avère que ces règles seront levées demain pour permettre les réparations. Je serais ravi de vous emmener faire un autre tour avec quelqu'un qui connaît bien la région. Peut-être à midi. Grant avait les idées qui passaient. Une invitation ou un piège. C'est très gentil de votre part. Je consulterai mon calendrier et vous recontacterai. Oui, bien sûr. Mais Monsieur Westphal, c'est peut-être la seule fois que vous verrez cet endroit. Personne ne sait quand la zone sera à nouveau ouverte après-demain. La menace NN était pas très dissimulée. Viens avec nous demain, ou tu n'auras plus jamais d'autre chance. Grant parvint à garder une voix calme. Je comprends, je te le dirai dès demain matin. C'est ce qu'il faut faire. Monsieur Westphal, bonne nuit. N'oubliez pas non plus que ces mers sont dangereuses. Beaucoup de gens disparaissent ici. Même les gens qui vivent là depuis longtemps. Allez-vous-en, la ligne a cessé de fonctionner. Alors que Grant s'engageait dans son allée, ses mains tremblaient. Il savait qu'il était presque arrivé. L'appel de Kira aurait pu être leur façon de s'assurer qu'il était investi émotionnellement et qu'il agirait de manière prévisible. Il entra prudemment dans sa maison et inspecta chaque pièce. Il avait l'impression de être observé, même si rien ne le dérangeait. Il regarda son ordinateur et vit que Blake avait répondu « Rassemblement D, équipe ETA 0800, ne pas entourer avant notre arrivée. » C'est un ordre. Il était 8 heures du matin. Cependant, Hutchins avait besoin de lui à midi et il déménageait jeudi soir. La date des échéances approchait de plus en plus. Grant arpentait son salon, entendant les paroles de Kira sans cesse. « Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. » Pourquoi avait-elle besoin de s'excuser? Que lui ont-ils fait faire? Il regarda l'heure, 2 heures du matin. Il faudrait 6 heures avant que l'équipe de Blake n'arrive. Il pouvait attendre. Il devait attendre. Était une décision intelligente. Il pensa alors à Kira, qui se trouvait dans ce centre et savait que son père la recherchait. La punirait-il pour avoir appelé ce numéro? Corbin irait-il la voir ce soir, fou de toute cette attention? Ce couteau de chasse avait été offert à Grant par son père, il y a de nombreuses années. Grant alla dans son placard et le prit. Il n'avait jamais été méchant et ne s'était jamais vraiment battu. Mais pour Kira, il s'était transformé en tout ce dont il avait besoin. 6 heures. Blake aurait 6 heures devant lui. Il ne serait pas certain de leur culpabilité s'il les voyait la déplacer ou l'entendait crier avant. Le couteau sur les genoux, il s'assit près de la fenêtre et observa la rue. Des hommes prévoyaient de déménager sa fille et de ne plus jamais la revoir. Il ne voulait pas recommencer. Plus jamais. Grant regarda l'horloge avancer lentement vers 6 heures du matin. Minute après minute, pendant ce qui lui sembla des décennies. Blake avait envoyé des SMS toute la nuit. Équipe constituée, matériel chargé et en route depuis Miami. Il ne reste que 2 heures, puis son téléphone a sonné. Un message vidéo d'un numéro que vous ne connaissez pas. La photo qui apparut lui glaça le sang. Kira fut prise dans une pièce qui semblait en béton. Son visage paraissait maigre, ses cheveux étaient emmêlés et on pouvait voir des bleus sur ses bras.
des bleus flambant neufs. Elle a dû regarder la caméra parce qu'on lui a attrapé les épaules. Ses yeux étaient écarquillés de peur. Le texte qui l'accompagnait disait « Chaque heure de retard lui coûte cher. Viens tout de suite, ou on déménage ». Grant mit un moment à se calmer pour sortir de sa voiture. Ça a pris trop de temps, 2 heures. Il la faisait de se sentir mal parce qu'il enquêtait. Sa fille souffrait davantage à chaque seconde d'attente. Il appela Blake en direction de l'usine. Il tomba immédiatement sur sa messagerie. Grant tapa rapidement un message avec l'adresse, puis jeta le téléphone. Il devait se dépêcher. La voie de service menant au bâtiment N n'était pas surveillée. Grant s'arrêta derrière un bosquet de poivriers brésiliens et s'approcha d'eux. À l'aube, de longues ombres couvraient le parking en piteux état. Aucune voiture, ni camion N, était visible, mais des traces de pneus fraîches étaient visibles dans la terre. Il fit le tour d'un quai de chargement où une porte métallique était entr'ouverte. Son cœur battait fort lorsqu'il entra. Ça sentait la pourriture et quelque chose de pire encore, le gaspillage et la peur des gens. Le rez-de-chaussée de l'usine était une immense caverne remplie de machines rouillées et de béton. Des murs provisoires avaient été érigés pour réduire la taille des pièces. Grant entendit des bruits dans une autre partie du bâtiment et s'y dirigea, couteau au poing. Il aperçut l'entrepôt par une ouverture. Le sol était fait de matelas. Des chaînes et des manilles étaient fixées aux piliers par des boulons. Ce N n'était pas seulement une station de pesée. C'était un lieu où l'on enfermait les gens. Combien de personnes y gardaient-ils? Il se retourna à cause d'un bruit. On entendait de légers pleurs derrière une porte en acier sur laquelle était écrit « Cooler Storage ». Grant tira sur la poignée, verrouillé, mais les pleurs s'intensifièrent. « Kira ?» Il parla doucement. Les pleurs cessèrent, et il devint difficile de les entendre. « Papa ?» En regardant le cadenas, Grant sentit ses mains trembler. Un cadenas solide, trop lourd pour son couteau. Il chercha rapidement un moyen de le casser. Bon, pile à l'heure. Quand Grant se retourna, il vit Wade Corbin debout à 3 mètres de lui, une arme à la main. On aurait dit que ceci était une matinée de travail comme les autres pour le capitaine. Il était propre et calme. Troy et moi parions que tu attendrais les renforts ou que tu te précipiterais. J'ai compris. Corbin eut un sourire glacial. Les pères sont toujours les mêmes. Grant dit « Lâche-la » et il serra son couteau plus fort. Le FBI sait tout. Ils sont en route. Tu crois? Alors je pense qu'on devrait agir vite. Corbin agita son arme. Pose ce couteau. Apportez-le ici. Après réflexion, Grant accepta. La lame se balançait d'avant en arrière sur le sol. Corbin continua sa conversation, affirmant que la sonnerie du téléphone de Kira était une mauvaise chose. Après l'avoir attrapée, elle a pu la cacher pendant 3 jours. Petite créature sournoise. J'ai cru qu'elle l'avait laissé tomber à l'eau quand on s'est disputé. J'ai été choqué quand Earl l'a retrouvée dans son piège. Vous êtes une personne maléfique. Ce n'est qu'une jeune femme. Elle est allée au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle a braqué sa caméra sur nous pendant notre transfert. Des marchandises valant 50 000 $. Elle a failli me coûter cher. Le visage de Corbin s'assombrit. Mais je dois dire que la garder était important pour moi. Votre fille est courageuse. Il se bat toujours. Corbin a sorti une arme tandis que Grant le fonçait dessus. Oh, oui, vous aimeriez la revoir? Ne bougez pas. Hutchins et Navarro entrèrent par une autre ouverture, laissant derrière eux une traînée de pas. Tous deux portaient des uniformes et avaient leurs armes de service dégainées. Corbin lui dit « Prends ton temps ». Hutchins répondit « Il fallait qu'il vienne seul ». Il regarda Grant d'un air triste. « Tu aurais dû accepter mon offre à midi. Ça aurait été plus propre. » Navarro leur a dit d'arrêter de parler. « Il faut les déplacer tous les deux. Le bateau est prêt au quai. » Tous les deux? Grant avait mal au ventre. Corbin leur a dit qu'il ne pouvait pas laisser de témoins. Ne vous inquiétez pas. Votre enfant sera avec vous. Une brève rencontre avant que le golfe ne vous emporte tous les deux. Triste accident de bateau. Dans sa recherche désespérée de sa fille disparue, un père prend des risques, s'envole dans la tempête. Grant a dit à tort, il n'y a pas d'orage. Il y en aura d'ici ce soir. La tempête tropicale se développe. Excellente couverture.
Les attaches sont fabriquées par Hutchins. Mettez vos mains derrière votre dos. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses. Grant n'avait pas le choix. Navarro ouvrit la porte de la glacière tandis que Hutchins lui attachait les mains. Grant ne supportait pas l'odeur qui s'en dégageait. Des déchets humains, elle tombait malade. Tristesse. Corbin leur a dit de la faire sortir. Après être entré, Navarro revint avec une silhouette qui ressemblait à peine à une personne. Grant ignorait presque qu'il s'agissait de sa fille. Elle avait perdu environ 18 kilos. Ses vêtements étaient des chiffons sales. Les coupures sur ses bras et ses jambes étaient infectées. Elle s'appuyait lourdement sur Navarro et pouvait à peine se tenir debout. Mais quand elle vit Grant, ses yeux s'emplirent d'un mélange d'espoir et de douleur. « Je suis désolée, papa. » Elle parla doucement. « J'ai essayé d'être prudent. Je ne voulais pas qu'il me voie filmer. Tu n'es pas à blâmer, gamin. Ce n'est pas du tout ta faute. Corbin a dit que ces était touchant. Fais-les monter sur le bateau. Ils seront déplacés au-delà de l'étagère. Maintenant, ils ont le poids adéquat. Ils ont été guidés à travers l'entrepôt. Grant a vu au moins 20 matelas, dont certains contenaient encore des effets personnels. Une poupée pour les enfants, des vêtements pour les femmes. Tant de vies ont été perdues à cause de ces types. « Combien ?» demanda Grant. « Avec combien de personnes avez-vous travaillé ici ? Est-ce important ?» demanda Hutchins. « Recevoir et donner, de nombreux Cubains paient 30 000 $ pour venir ici. Nous offrons ce service. Ça se passe généralement bien, jusqu'à ce que des écrivains s'en mêlent, » dit Navarro. Ils ont trouvé un quai secret où un bateau rapide les attendait. Ce bateau était fait pour aller vite et rester caché. Tandis qu'ils hissaient Grant à bord, il vit quelque chose qui le réconforta. Il avait rangé son téléphone dans sa poche et l'avait oublié. Il continuait d'enregistrer la vidéo que Blake avait demandée. Mais Hutchins perdit espoir en voyant la bosse. Il regarda dans ses poches. Le chasseur trouva le téléphone et le brandit. Il prenait des notes. Bon sang, Wade. Il l'a peut-être envoyé. Corbin a dit « Calme-toi » et il a pris l'appareil. Ça ne marche pas ici. On s'en débarrassera avec eux. Ils poussèrent Grant dans la petite cabine du bateau, où Kira était déjà blottie. Elle se serra immédiatement contre lui et trembla. Grant dit « Je suis là maintenant ». Il regarda Corbin démarrer les moteurs depuis la fenêtre de la cabine. Hutchins et Navarro larguèrent les amarres. Ils seraient en eau libre en un rien de temps. Personne ne l'a vu. Rien n'a montré. Un autre événement terrible dans le Golfe. Grant essaya de briser ses attaches, mais elles étaient de qualité policière et impossibles. Kira avait du mal à respirer à côté de lui et sa poitrine tremblait. Son corps était brisé par 1 an de captivité, mais il voyait encore la battante en elle lorsqu'elle le regardait. Elle murmura « Papa, qui sont les autres filles ? Il y en a d'autres. J'ai compris, ma puce. Je comprends. » Corbin accéléra les moteurs, ce qui fit trembler le bateau. Ils avançaient, et l'équipe de Blake, la dernière chance de Grant, n'arriverait pas avant au moins 1 heure. À ce moment-là, lui et Kira vivraient au fond de l'océan, où ils seraient si lourds que même les crabes ne pourraient les trouver. Alors qu'ils s'acheminaient vers la mer libre, le bateau rapide fendit le clapot matinal. Grant sentit que le niveau de l'eau changeait sous eux. Le plateau continental s'enfonçait dans les profondeurs du Golfe. Corbin était à la barre et Hutchins étudiait un GPS à côté de lui. Il les aperçut à travers la vitre salée de la cabine. Hutchins cria par-dessus le bruit du moteur, encore une demi-heure jusqu'à la zone de largage. Navarro entra par la porte de la maison pour vérifier l'état de ses prisonniers. Grant vit que le étui de l'officier N n'était pas complètement fermé et que sa main était sur son arme de service. Ces types avaient déjà fait ça. Ils savaient quoi faire. Il sentait la respiration de Kira devenir plus difficile à côté de lui. Il sentait la fièvre monter sur sa peau tandis qu'elle s'appuyait contre son épaule. Les maladies qu'elle avait contractées dans cet enfer s'intensifiaient. Grant dit au bébé « Reste avec moi ». Elle répondit « J'ai essayé de m'enfuir. Je me suis fait prendre tellement de fois. Les chaînes, l'espace. » Elle avait peur. Wade venait tous les 2 ou 3 jours. Il disait que J était sa récompense pour les risques qu'il prenait. Grant était très en colère, mais il s'est retenu. Se mettre en colère ne les aiderait pas. Il devait y réfléchir.
Le bateau ralentit. Grant ne voyait que de l'eau vide par la fenêtre. Ça semblait être l'endroit idéal pour faire disparaître des corps. « D'accord, ramenez-les », leur dit Corbin. Navarro souleva Grant puis empoigna violemment Kira. Lorsqu'elle cria de douleur, Grant comprit qu'il devait la protéger, même s'il avait les mains liées. « Ne la touche pas, elle tient à peine debout. » Navarro lui lança un revers désinvolte. « Ne parle pas !» Ils furent contraints de se rendre sur le pont, où Corbin avait déjà installé 2 lourdes chaînes. C'est le genre de bloc de béton que Hutchins assemblait aux extrémités. Très compétent. « Travail bien fait. As-tu un dernier mot à dire ?» demanda Corbin avec un ricanement. « Veux-tu te dire que tu les aimes? Faire la paix avec Dieu ?» En regardant sa fille, Grant essaya de se souvenir de son visage. Elle était toujours sa petite fille, même si elle était blessée et brisée. « Kira, je t'aime. Je t'ai regardé tout le temps. Jamais. Papa, je sais. J'aime. » Le matin, le bruit des lames qui tournent fend l'air. Un hélicoptère arrivait à toute vitesse et à basse altitude, et tout le monde leva les yeux. Pas orange pour les gardes-côtes. Le noir fédéral. Bon sang. Hutchins attrapa sa radio. « Mais qui êtes-vous? Hé, agents fédéraux, arrêtez votre vaisseau immédiatement !» Le bruit amplifié provenait de l'avion. Corbin écrasa l'accélérateur à fond. Lorsque le bateau fut secoué violemment, Grant et Kira tombèrent sur le pont. Navarro sortit son arme et la pointa sur l'hélicoptère. « Tu es fou !» hurla Hutchins. « C'est la police fédérale. On est déjà dans la merde !» hurla Corbin. 3 policiers aident à déplacer les réfugiés. La vie est devant nous. Au moment où Navarro tirait, l'hélicoptère fit un brusque virage sur le côté. Grant saisit sa chance. Il sauta sur les jambes de Navarro, les mains liées dans le dos. Ils frappèrent violemment et le canon glissa sur le pont. « Papa !» Le cri de Kira résonna dans tout le navire. Un bras autour du cou de Grant, Corbin la tirait vers la poupe tandis qu'elle roulait. De l'autre main, il tenait le bloc d'acier. « Retiens-toi, ou elle ira trop loin. » L'hélicoptère entendit Corbin crier. D'autres bateaux, cette fois des bateaux de réaction fédéraux venant de différentes directions, apparurent à l'horizon. Blake avait dit que le piège se refermerait bientôt. Hutchins fit quelques calculs, puis laissa tomber son arme, les mains en l'air. « J'abandonne, je témoignerai, quel lâche !» Navarro se releva en titubant et se jeta sur son arme. Grant lui donna un coup de pied violent et le toucha aux côtes. Le policier malhonnête trébucha et tomba, mais il continua son chemin. Dès qu'il toucha l'arme, une balle de sniper tirée depuis l'hélicoptère l'atteignit en plein milieu. Il s'effondra aussitôt. « N'y allez pas !» La voix forte leur dicta la conduite à tenir. « Vous êtes assaillis !» Corbin regarda autour de lui, alternant entre les navires qui arrivaient derrière lui et Kira dans ses bras. Grant lut son choix dans ses yeux. Il l'emmènerait avec lui s'il devait tomber. Pas du tout. Grant se releva vivement. Iris fut poussée par Corbin vers la rambarde arrière. La chaîne du bloc de béton se détacha brusquement en tombant. En une fraction de seconde, elle l'entraînerait sous l'eau. Grant n'y réfléchissait pas. Il bougea. Les mains toujours liées, il percuta Corbin de toutes ses forces. Ils reçurent un violent coup sur le pont et roulèrent vers le bord. La chaîne était presque trop tendue. Kira tenta de se défendre, mais Grant vit qu'elle était trop faible. Le poids allait vite la renverser. Blake Torres sauta rapidement de l'hélicoptère sur le pont, où il était prêt avec son arme et son équipement tactique. Il réussit un tir réussi. Elle, épaule de Corbin, devint rouge vif. La botte de Blake frappa le capitaine à la mâchoire, interrompant son cri. Lorsque la chaîne se tendit, un autre agent se jeta sur Kira et l'attrapa. Il fabriqua des coupes-boulons qui coupèrent les maillons d'un seul geste fluide. « Ok, lâchez les suspects. On a besoin d'aide médicale immédiatement. » Grant sentit quelqu'un couper ses attaches. Alors que les agents du FBI s'engouffraient dans le bateau, il rampa jusqu'à Kira et l'attrapa. Elle était réveillée, mais son corps commençait à lâcher après 1 an de maltraitance. Quelqu'un a dit que l'intervention médicale avait 60 secondes de retard. Blake s'est agenouillé à côté d'eux et son costume est tombé, révélant son oncle. « Oh, mon Dieu, Grant, Kira, n'aie pas peur, ma puce. On te tient. Maintenant, tu es en sécurité. » « Le bâtiment, dit Grant précipitamment. Il y en a d'autres.
Des filles et des femmes, Blake lui a dit qu'elles avaient déjà été attaquées. Nous avons tout appris grâce à votre vidéo. 12 réfugiés ont été sauvés, et tous sont encore en vie. Le réseau tout entier est en panne. Un hélicoptère médicalisé vrombissait au-dessus de nos têtes, prêt à larguer une nacelle. Grant serra Kira encore plus fort et sentit ses coups sur sa poitrine. Pas fort, mais stable, toujours en vie. « Papa ?» Sa voix était presque un murmure. « Je suis là, gamin, je suis là, les mauvais rêves. » Ils ont dit que plus personne ne regardait. Je ne me suis pas arrêté. Pas pour aujourd'hui. Hutchins était détenu par le FBI et leur avait déjà tout dit. Tandis que les médecins soignaient l'épaule de Corbin, il se tordait sur le pont. Son règne de terreur était enfin terminé. Celui qui avait la fille de Grant comme jouet ne la toucherait plus jamais. Alors que le personnel médical préparait Kira pour l'emmener à l'hôpital, elle saisit la main de Grant d'une poigne incroyablement forte. Elle le supplia, se souvenant d'elle-même, petite fille effrayée par le noir. « Ne me quitte pas !» Grant a dit. « Plus jamais. Je te suis partout où tu vas. » Ils ont tous été transportés ensemble par la nacelle de sauvetage jusqu'à l'avion médicalisé. En contrebas, de nombreux agents du FBI étaient à bord du bateau rapide. Les équipes chargées d'épreuves notèrent déjà tout. D'autres hélicoptères se rassemblaient sur la plage au loin. L'usine de manutention, le port. Tous les lieux où Grant menait son enquête désespérée étaient fouillés simultanément. Blake avait rassemblé une armée. Grant regarda le bateau où il avait failli tout perdre, tandis qu'il élevait dans le ciel matinal. C était comme un monument à ce qui avait failli arriver. Les chaînes et les blocs de béton qui lui étaient destinés, à lui et à Kira, étaient restés sur le pont. Mais ils étaient toujours en vie. Même si elle avait traversé une année terrible, sa fille avait résisté suffisamment longtemps pour qu'il la retrouve. Le cauchemar était terminé. Il pouvait enfin commencer à guérir. Le visage de Kira était plongé dans l'ombre à cause des lumières fluorescentes de l'unité de soins intensifs de l'hôpital communautaire de Naples. Grant n'avait pas quitté son chevet depuis 18 heures, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser lentement. Des antibiotiques lui furent administrés par voie intraveineuse pour les nombreuses infections qui la minaient. Le manque de nourriture lui avait fait perdre 20 kilos. L'examen psychologique n'aurait pas lieu avant un certain temps, mais les dégâts étaient déjà considérables. Blake Torres entra discrètement, son badge de la DEA à la ceinture. Son état était-il stable? Pour l'instant, Grant ne quittait pas sa fille des yeux. Les médecins disent que cela pourrait prendre des mois, voire des années pour guérir. Comme son père, elle est forte. Blake s'assit. Corbin parle et dit la vérité depuis son lit d'hôpital. Il s'avère qu'il a plus peur d'être blessé par le cartel cubain que d'aller en prison fédérale. Expliquez-moi, environ 15 à 20 personnes ont été déplacées à chaque voyage, et 30 000 étaient prévues à l'avance. Corbin, les 2 policiers et leurs amis cubains recevront chacun 450 000 $. Pour la 3e année consécutive, Grant serra les dents. Qui est Kira? Ni le bon moment, ni le bon endroit. Au moment où elle s'engagea dans ce chenal, il transportait un bateau rempli de réfugiés. Son appareil photo était braqué sur eux. Corbin a vu la lumière rouge qui indiquait l'enregistrement. Il a heurté violemment son bateau et l'a jeté à l'eau. Son téléphone est tombé de sa poche pendant la bagarre, mais elle l'a récupéré avant qu'il ne la pose. Je l'ai frappé au vêtement, le téléphone portable perdu dans l'eau. Blake a dit oui, pendant 3 jours, elle l'a caché. Mais après avoir tiré toute la journée, la batterie était presque à plat. Elle est tombée en panne quelques heures seulement après qu'elle l'ait découvert. Impossible de demander de l'aide. Elle a quand même caché le téléphone éteint, pensant qu'il pourrait encore lui être utile. Lorsqu'ils l'ont transféré dans une pièce plus sûre le 3e jour, elle a su que C était maintenant ou jamais. Lors du déménagement, ils ont pu le jeter dans un canal de drainage derrière le bâtiment. Suivez les données GPS de ces dernières vidéos. Elle a probablement fait cela dans l'espoir que quelqu'un le retrouve bientôt. Un ruisseau était relié au canal. Au fil des mois, le téléphone fut emporté par la mer. Grant regarda son beau-frère pour la première fois. C'est par hasard que le pêcheur le trouva. Ce N était qu'une chance sur 1 million. Mais C était suffisant.
Le visage de Blake s'assombrit. Corbin dit qu'il la gardait pour ses propres raisons. Il leur a dit que la tuer mettrait le gouvernement en colère. Mais ce haine était qu'un prétexte. Ce sale type la frappait sans arrêt. Corbin était le lien avec Cuba, donc Hutchins et Navarro étaient au courant, mais n'ont rien dit. Les deux hommes se retournèrent en entendant un léger bruit provenant du lit. Kira avait les yeux ouverts, mais elle n'arrivait pas à se concentrer à cause des analgésiques qu'elle prenait. « Papa ?» Grant prit soin de lui tenir la main. « Je suis là, ma chérie. Tu vas bien. Tu es à l'hôpital. Qui sont-elles ? Les filles et les femmes. » Blake lui dit qu'elles étaient toutes saines et sauves, chacune d'elles. Maintenant, ils sont en sécurité. Les larmes coulaient des yeux de Kira. J'ai essayé de les aider en leur donnant un peu de ma nourriture, mais je n'ai pas pu. Grant a dit fermement, « Tu as réussi. C'est important. Tu as tenu assez longtemps pour que je te retrouve. » Le téléphone de Blake sonna. Il se leva et le consulta. Corbin et Hutchins avaient tous deux plaidé coupables à des accusations fédérales en échange d'informations sur leur lien avec Cuba. Leur objectif est de tuer 25 personnes. Si Navarro avait survécu, il aurait été exécuté. Il posa la main sur l'épaule de Grant. « Je m'occuperai des formalités. Regarde-la. » Grant regarda le visage vide de sa fille après le départ de Blake. Elle, écrivaine de voyage pleine de vie, avait disparu, remplacée par une personne ayant vécu des choses terribles. Elle était pourtant toujours en vie. Tout le reste pouvait être reconstitué. Il murmura « Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. » Les doigts de Kira se resserrèrent un peu plus autour des siens. « Tu m'as trouvé. C'est le plus important. Peu importe ce qui arrivera et le temps que cela prendra. Je ne te quitterai plus jamais. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. » Le seul sourire qu'elle put esquisser fut le premier qu'il avait vu. Soudain, Grant se laissa aller contre le dossier de sa chaise, mais leurs mains étaient toujours jointes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu le soleil se coucher sur la baie. Il teintait le ciel d'espoir. Les agents fédéraux travaillaient encore sur des dossiers, parcouraient les données et s'assuraient que justice soit faite quelque part. Mais dans cette pièce, un père et sa fille entamaient leur long voyage de retour.